nous allons récupérer Gaza. Je pense que finalement, et Trump et les autres pays arabes qui souhaitent y rentrer vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'autres propriétaires sur Gaza que le peuple juif. En tout cas, nous devons en prendre conscience. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Nili Naouri-Kupfer. Nili, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs, ceux qui ne le savent pas encore, que vous êtes la présidente de Israel is Forever. Et bien entendu, lorsque l'on parle d'annexion, de souveraineté juive sur la Judée et la Samarie, comme on en a beaucoup parlé hier à la Knesset, eh bien, on peut très facilement parler avec des responsables de Israel is Forever, en particulier avec vous. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce que la presse israélienne appelle le chaos parlementaire hier à la Knesset, cette initiative d'une part de Avi Maoz, de l'autre part de Avigdor Lieberman, qui sont deux députés, il faut bien l'avouer, deux députés de droite, mais qui siègent tous les deux pour des raisons totalement différentes dans l'opposition. C'était une surprise, c'était une forme de provocation de la part d'Avi Maoz, plus que peut-être de la part d'Avigdor Lieberman, cette initiative? Il est sûr qu'il y avait beaucoup d'intérêt politique derrière ces propositions de loi. Mais cela vous montre bien que lorsque l'Éternel veut nous pousser à faire quelque chose, alors il le fait par divers moyens. Et lorsque le gouvernement actuel hésite également pour des intérêts politiques, de protéger les inquiétudes de nos amis américains, ils préfèrent ne faire les choses doucement, ne pas pousser, eh bien l'Éternel pousse par d'autres moyens. Et hier, c'était par Avi Maoz qui a proposé donc cette loi d'appliquer la souveraineté, parce qu'on ne parle pas d'annexion. Daniel, je vous rappelle, lorsque il s'agit d'une terre juive, on ne parle pas d'annexion, mais d'application de la souveraineté juive sur les localités juives de Judée-Samarie. Alors, effectivement, ça n'est pas encore ce qu'on désire. Ce qu'on désire, c'est récupérer toute la Judée-Samarie, toute cette zone qui a été divisée par les maudits accords d'Oslo entre les territoires A, B, C. Il n'y a aucune raison de diviser ces zones. Toute la Judée-Samarie est juive. Et maintenant, en tout cas, que cette loi est passée en lecture préliminaire, c'est la porte ouverte à l'application totale. Et cette loi va maintenant monter en commission à la Knesset, être discutée. Et j'espère bien maintenant que même les députés du Likoud qui avaient répondu présent à la discipline de parti et avaient accepté de la part du Premier ministre de ne pas voter pour cette loi, eh bien, vont se rallier, parce que je sais que le Likoud soutient cette souveraineté. J'espère maintenant qu'ils vont se rallier à cette idée et qu'ils vont enfin comprendre que cette souveraineté ne dépend de personne d'autre que du peuple juif. Alors, vous avez bien compris, effectivement, c'est-à-dire parce qu'il y a quelques mois, la Knesset avait très massivement soutenu une idée de souveraineté juive sur la Judée et la Samarie. Soit plus de 70 députés avaient voté à l'époque en faveur de cette 73. Vous comprenez bien que même on est dans un contexte diplomatique international tout à fait particulier. On est dans une situation où les otages viennent d'être libérés, le plan Trump a été validé, il y a des négociations. On peut pas, on ne doit pas tenir compte de ce genre de situation et satisfaire d'une certaine manière aux exigences diplomatiques qui ont fait que Binyamin Netanyahou lui-même, qui est favorable à cette initiative, eh bien, est demandé à Avi Maoz de ne pas la promouvoir. On ne peut pas tenir compte du contexte international? Je vous rappelle que l'administration Trump avait elle-même reconnu la légalité des localités juives en Judée-Samarie. Je vous rappelle que lors de son discours historique à la Knesset, le président Trump, qui est un véritable ami de l'État d'Israël et du peuple juif, a rappelé le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Judée-Samarie, toute cette terre, mais la Judée-Samarie en particulier, était la zone où ont vécu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a réitéré plusieurs fois cette promesse de nous donner toute cette terre. Nous avons lu la parasha Bereshit le Shabbat dernier. Nous avons lu que c'est l'Éternel qui a créé le monde. Et le premier rashi de la Torah est ce rashi qui explique
que c'est l'Éternel qui décide à qui il donne cette terre. Et nous n'avons pas le droit de repousser des exigences, des cadeaux que l'on nous donne, des cadeaux que l'on nous présente sur un plateau d'argent. Le fait que nous n'ayons pas encore reconnu la souveraineté sur la Judée-Samarie depuis 1967, depuis le moment où en 6 jours, par des miracles extraordinaires, nous avons pu récupérer ces territoires, c'est un mensonge que l'on transmet aux nations du monde. Nous sommes en train de porter atteinte nous-mêmes à notre droit ancestral sur ce qui est le berceau du peuple juif. Donc non, chaque jour est une faute de notre part et chaque jour de retard dans cette application de la souveraineté, quel que soit le contexte diplomatique, est une tâche dans notre histoire. Donc nous ne devons pas prendre en considération quelque contexte que ce soit. Nous devons faire ce à quoi nous avons le droit. Nous devons réaliser notre destin. Et cette application de la souveraineté, nous aurions dû la faire depuis longtemps. Et je pense que le président Trump sera tout à fait à même de respecter notre attachement indéfectible à la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, y compris en Israël, que, c'est-à-dire, imposer la souveraineté juive sur la Judée et la Samarie, eh bien, cela implique, par exemple, entre autres, de donner la citoyenneté israélienne à des centaines de milliers, des millions de Palestiniens, de Judée et de Samarie. Comment on gère un tel dossier ? Il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut prendre en considération que l'État d'Israël est un cas particulier dans le monde et donc on doit trouver des solutions qui sont particulières et ne pas absolument adopter des solutions existantes. Bon, entre autres, on peut en plus adopter une solution qui existe comme à Porto Rico où les habitants ont la citoyenneté américaine mais ne votent pas aux élections nationales et pourtant les États-Unis, à ce que je sache, ne sont pas encore caractérisés d'État d'apartheid. Mais la proposition qui avait été faite il y a quelque temps par le ministre des Finances et ministre au sein du ministère de la Défense, Bezalel Smotrich, avait été de proposer qu'il y ait une application de la souveraineté juive sur toute la Judée-Samarie, sauf les grandes villes qui sont encore occupées par l'ennemi, c'est-à-dire Hebron, sauf bien entendu la partie qui 82% est du caveau de Patriarche, Yericho, Ramallah, Bethléem, Shrem, donc sur 82% de la Judée-Samarie, donc avec un maximum de territoire, un minimum de population ennemie. Et déjà, ce sera un très grand pas si on arrive à cela. Et cela permet également de ne pas régler d'une manière immédiate, sans avoir effectivement réfléchi véritablement aux conséquences. Cela règle le problème de la population arabe importante qu'il y a dans ces zones urbaines. Alors, je voudrais qu'on aborde le sujet de la bande de Gaza aujourd'hui. Vous le voyez, après le président américain qui était là la semaine dernière, le vice-président était là ces derniers jours, et à peine s'en va-t-il qu'arrive Marco Rubio, les commentateurs israéliens disent que les Américains sont devenus les babysitters de l'État d'Israël, que nous sommes devenus une sorte de pays vassal des États-Unis, qui veille à ce que l'accord soit concrétisé, les différentes phases de l'accord soient concrétisées. Aujourd'hui, vous avez ce sentiment, effectivement, que l'État d'Israël fait ce que les Américains demandent ? Il est indéniable que le président Trump a beaucoup aidé à la libération des otages. Je pense malheureusement qu'il est encore, on va dire, ancré dans son idéal de business. Il pense encore que le business peut régler toute chose. Or, ça n'est pas le cas au Moyen-Orient. Et je pense que déjà, lors de cette phase de restitution des otages assassinés que nous n'avons pas encore récupérés dans leur totalité, il commence à s'en rendre compte. Et puis lorsqu'on va arriver à la deuxième phase, qui est la démilitarisation du Hamas, je pense que là, il va comprendre que nos ennemis n'ont aucunement l'intention de poser les armes, qu'il ne s'agit que d'une trêve. Même le fait qu'ils prennent du temps pour nous restituer les morts, ne vous en faites pas qu'en ce moment, ils sont en train de se réarmer, de refabriquer des roquettes, d'entraîner encore d'autres terroristes. Ce n'est que la tactique adoptée par l'islam depuis Mahomet, depuis la paix de Hudaybiyah. Il ne s'agit que d'une trêve, d'une houdna,
pour au moment où l'ennemi est trop fort, alors on doit faire une trêve pour reconstituer nos forces et ensuite mieux attaquer. Je pense que Trump va le comprendre, peut-être à ses dépens, aux dépens du crédit qu'il a obtenu en signant cet accord de Sharm el-Sheikh. Les accords qui se signent dans cette région ne valent très souvent pas le papier sur lequel on les signe. Alors concrètement, Nili, je vais vous donner un cas de figure qui semble se profiler à l'horizon. Ce ne sont pas l'Arabie Saoudite ou les Émirats qui vont être dominants dans la bande de Gaza, mais plutôt le Qatar et la Turquie, avec la bénédiction de Donald Trump, parce qu'apparemment il a pris des engagements auprès de ces deux pays. Et finalement, concrètement, on risque de voir peut-être des soldats turcs dans la région, des soldats qataris, qui vont certainement laisser faire le Hamas, et il sera impossible à l'armée israélienne d'aller combattre les terroristes sans risquer, par exemple, d'abattre des soldats turcs ou des soldats qataris, avec les risques que cela comporte. Comment on va gérer une telle situation ? Le secrétaire d'État Vance a dit d'une manière très claire que c'est Israël qui décidera de la composition de cette force armée qui sera présente à Gaza. Vous y croyez ? Benyamin Netanyahou, oui, j'y crois. Et je pense que c'est un intérêt vital de l'État d'Israël. Benyamin Netanyahou a déjà dit qu'il n'était pas question une seule seconde d'avoir des soldats turcs dans la bande de Gaza. Je vais vous dire, c'est pas que j'ai plus confiance en l'Égypte ou dans d'autres pays ennemis. Je pense que finalement, nous allons récupérer Gaza. Je pense que finalement, et Trump et les d'autres pays arabes qui souhaitent y rentrer vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'autres propriétaires sur Gaza que le peuple juif. En tout cas, nous devons en prendre conscience, parce que tous les soldats qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour libérer la bande de Gaza, ne sont pas morts en vain. Ils ne sont pas morts pour que on cède cette zone à des mains étrangères, et qui sont des mains qui peuvent en plus se transformer d'amis en ennemis. Il peut très bien y avoir un nouveau printemps arabe, ou plutôt un nouvel hiver arabe, même sur des pays qui peuvent aujourd'hui être conciliants avec Israël. Donc nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir des armées étrangères à Gaza. Mais je pense que, encore une fois, de là-haut, on aura un push qui nous fera prendre conscience que cette ère doit nous revenir de manière exclusive. Nous devons récupérer Gaza, s'y réinstaller, refaire des réimplantations à Gaza, appliquer une émigration massive des Gazaouis vers d'autres pays. C'est également dans leur intérêt, vu que la restauration de Gaza, qui est la 3e phase du plan de Trump, va prendre pas mal d'années. Donc c'est dans l'intérêt de tous que ce soit Israël qui récupère cette zone. Alors une dernière question, et dans un autre sujet, c'est aussi un sujet qui vous concerne, vous êtes juriste, dans les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique en Israël. On a vu la séance inaugurale de la Knesset lundi, assez houleuse. On a vu le président de la Knesset remettre à sa place d'une certaine manière celui qui est considéré comme le président de la Cour suprême, le juge Yitzhak Amit. Toute cette polémique, vous pensez qu'elle est indispensable en cette période? C'est-à-dire peut-être qu'elle est dans une période plus sereine, plus, on va dire, plus apaisée dans les relations entre les différentes communautés au sein de la société israélienne. Mais là maintenant, alors que on vient à peine de terminer cette guerre, que les otages sont rentrés, que les soldats sortent de la bande de Gaza, est-ce que vous pensez que c'était indispensable de mettre le doigt sur cette problématique entre la Cour suprême d'un côté et la Knesset de l'autre? C'était vital avant le 7 octobre déjà. Je vous rappelle que la Cour suprême d'injustice avait pris comme décision que les Gazaouis étaient autorisés à ne plus respecter le périmètre de sécurité que Tsahal avait imposé entre notre frontière et Gaza, et qu'ils pouvaient arriver jusqu'au mur. Eh bien, cela leur a permis de s'entraîner au pogrom du 7 octobre à la frontière. Et malgré tout ce que nous avons pu évoquer comme raison sécuritaire, le Bagatz n'en a eu que faire. Donc, il est évident que le pouvoir juridique
a outrepassé son autorité, ses pouvoirs, et qu'il faut absolument le remettre en place. Même pendant la guerre, la procureure de l'armée a mis en danger nos soldats, a prétendu que 300 ou 400 terroristes du Hamas, mais qui n'avaient pas leur carte d'adhésion, qui étaient considérés soi-disant comme des civils, même s'ils avaient perpétré les horreurs du 7 octobre, eh bien ne pouvaient pas être la cible de Tsahal parce qu'ils n'étaient pas adhérents officiels au Hamas. Donc ce pouvoir juridique, nous devons le démanteler. Et le pouvoir juridique doit être respectueux de la Knesset qui, elle, est l'élu du peuple. C'est ça une véritable démocratie. Vous avez parlé du juge Amit, il s'est autoproclamé président de la Cour suprême sans l'aval du ministre de la Justice. Nous vivons aujourd'hui une dictature judiciaire dans laquelle le pouvoir judiciaire s'ingère dans les décisions politiques, même des décisions en plus économiques également, et ça a aussi un impact, mais surtout sécuritaire. Et cela met en danger notre pays. Donc oui, il faut absolument gérer cette question. Et j'ai été véritablement très fière du président de la Knesset, Amir Ohana, qui avec beaucoup de courage a remis en place ce juge de la Cour suprême. Eh bien, Nili, on va en rester là, effectivement. Après avoir débattu de différents sujets extrêmement importants à l'ordre du jour de l'actualité en Israël. Merci beaucoup, Maître Nili Kupfer Naouri, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt.